Bienvenue sur le podcast La Voix du Cœur Blanc. Le podcast qui réveille le meilleur en vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast La Voix du Cœur Blanc. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de transgénérationnel et d'héritage. Héloïse, tu peux peut-être nous expliquer dans un premier temps qu'est-ce qu'on entend par héritage et transgénérationnel ? Alors, on pourrait même relier les deux mots ensemble. On pourrait parler d'héritage transgénérationnel. Qu'est-ce que c'est tout simplement ? C'est simplement tout ce que nos ancêtres peuvent nous transmettre. Ça peut donc passer par beaucoup de choses. On pourrait mettre le matériel dedans, les biens qui nous sont transmis, ce genre de choses. Ça pourrait être aussi toutes les manières de faire. La recette d'une grand-mère, une tradition familiale, quelque chose qui est vraiment lié au clan. Le mot clan, d'ailleurs, serait intéressant à développer à certains moments parce qu'il porte aussi tout un bagage derrière lui là pendant cet épisode. Et évidemment, le transgénérationnel, aujourd'hui, on a plutôt tendance à l'entendre dans ce sens-là. C'est tout ce qui appartient à la psychologie des ancêtres qui nous sont transmis. Et ça peut être des fois des choses qui sont connues. Par exemple, on sait que, je sais pas, notre grand-père, il était colérique. Bon, bah, du coup, notre père était colérique. Et bon, du coup, nous, on l'est aussi. Donc, ça peut être connu, mais ça peut être aussi complètement non connu, non verbalisé, non su dans la famille. Donc, on sait pas exactement, en fait, pourquoi on est comme ça ou pourquoi plusieurs individus de notre famille ressentent tel type de choses ou se sentent comme ça dans la vie. Et puis, en fait, ça appartient à un ancêtre qui a vécu une expérience et qui fait que aujourd'hui ça se répercute de telle manière dans le clan. Donc c'est vraiment le transgénérationnel, un peu tout ce bagage-là qu'on va récupérer en fait de ceux qui sont passés avant nous et avec qui on partage, là c'est intéressant quand même de le préciser, un lien de sang. Ok. Voilà. Tu peux également avoir aussi, tu sais, dans certaines familles, tout ce qui est en lien avec des croyances. Des choses qui sont transmises parce que, je sais pas, il y a un ancêtre, par exemple, des grands-parents, nos grands-parents, la majorité d'entre eux ont quand même vécu la guerre. Et des fois, il peut y avoir la peur de l'inconnu. J'entends inconnu, étranger. Et donc, des fois, peut-être selon ce qui a été vécu, ça peut être vraiment très imprégné dans l'idéologie familiale. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui vient... on pourrait dire chapeauter, voire carrément même étouffer à des moments certaines constructions qui sont dans la famille, quoi. Ok. Donc le transgénérationnel, on pourrait mettre tout ça un peu dedans et on en parle aussi beaucoup aujourd'hui parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui vient vraiment influencer nos comportements, nos ressentis, qui on est, comment on se construit, qu'est-ce qu'on retransmet nous-mêmes à nos propres enfants. Et donc c'est vrai que ça a fait un bond ces dernières années parce que ça prend en fait plein de choses en compte sur notre propre histoire en fait. Voilà. Est-ce que toi t'as déjà tu t'es déjà intéressé à cette partie-là chez toi ou pas trop ? De manière directe, pas vraiment. Ok. Dans le sens où j'ai pas spécialement eu le besoin ou l'envie d'aller fouiller dans les secrets de ma famille, s'il y en a, j'en sais rien. Et oui, les secrets familiales sont vraiment à mettre dans le transgénérationnel. Mais de manière indirecte, oui, parce qu'en entamant une thérapie, forcément, on te ramène, enfin moi en tout cas, on m'a beaucoup ramené à mon enfance, à la manière dont ma famille s'est développée depuis ma naissance, à la manière dont mes parents ont agi en tant que parents, dans leur éducation, mais aussi dans leur fonctionnement, leur manière de fonctionner, etc. Et du coup, de manière indirecte, oui, j'ai été fouillée là-dedans, même si au départ, pour moi, la source de mes problèmes était pas là. Et du coup, les thérapeutes que j'ai vus au départ me disaient, mais quand même, vous voulez pas votre enfance, il y a des trucs, non ? Mais en fait, moi, ça me paraissait tellement normal. Ce contexte familial-là, pour moi, c'est la normalité, c'est le mien. Donc... Et est-ce que tu sais comment est-ce que on pourrait s'apercevoir de certains héritages transgénérationnels ou pas trop ? Tu vois, qu'est-ce que tu pourrais lire à l'intérieur de toi où tu dis ah tiens ça je sens que ça m'appartient pas. Peut-être alors moi ce qui m'avait motivée entre autres dans les thérapies au départ, c'est que j'avais beaucoup de mal à communiquer avec les gens.
j'avais énormément de mal à communiquer et pour moi c'était quelque chose qui m'appartenait. Et du coup, j'arrivais avec par exemple cette problématique-là, entre autres, hein, mais on me disait mais racontez-moi votre enfance. Qu'est-ce qu'on en a à foutre quoi? Je me dis, on s'en fout, c'est moi maintenant là. Et en fait, effectivement, c'est pas les problématiques, elles sont pas inscrites de la même manière chez mes parents, mais dans des manières de fonctionner chez mes parents, on retrouve ces problèmes de communication-là. Alors ça s'est retranscrit différemment chez moi, mais finalement, quand on prend du recul et qu'on analyse leur manière de fonctionner à eux, dans du mensonge, dans du non-dit, dans du « ça il faut pas le dire, mais ça tu le répètes pas à machin, ou ça tu le répètes pas à bidule », dans ce genre de trucs qui peuvent paraître complètement anodins, en fait, oui, tu brides la parole et j'ai aussi une famille qui est très fière. J'ai des parents qui sont très fiers, il faut tenir bon, faut pas montrer ses faiblesses, et donc du coup, forcément, on rencontre des problématiques de communication la plupart du temps, c'est parce que t'es obligé d'exposer une partie de tes faiblesses. Ouais, ça s'est imprégné dans ta manière de te construire et de vivre tes relations et de te montrer au monde. Oui, moi c'était non, faut que je garde la tête froide, y a rien qui m'atteint, go. Donc forcément, dès que tu rencontres une discussion un peu touchy et qui te demande de te mettre un peu à poil, tu fais non, ça me va pas comme histoire. Et finalement, ouais, il y a eu des liens. Alors après, je sais pas si ça venait 100% de là, mais en tout cas, cette prise de conscience et cette prise de recul m'a permis de me dire ok. Ouais. Ça vient de ce bagage ça conditionne en fait, sans que eux n'aient volontairement agi, bien sûr. Voilà, volontairement fait les choses de telle ou telle manière. C'est je sais pas du coup si c'est un de mes traits de caractère, parce que du coup ça va pas, mais en tout cas c'était un de mes fonctionnements qui était qu'on pourrait associer directement à ce contexte familial dans lequel j'ai grandi. Carrément. Là donc tu viens déjà de donner une petite piste, mais tout ce bagage, là, on pourrait appeler carrément ça le poids transgénérationnel. Ça vient se lire des fois dans des pensées, dans des croyances, dans des phobies aussi, beaucoup, des excès émotionnels, type des excès de rage ou une lignée qui est très triste et qui du coup le retransmet, etc. Ça peut être vraiment aussi dans de l'auto-sabotage. Tu peux y avoir des problèmes relationnels, des douleurs physiques aussi, ou tout ce qui peut être maladie psychosomatique. Moi, tu vois, la grossesse, j'ai eu une grossesse très difficile puisque j'ai beaucoup vomi sur le premier trimestre, vraiment à un point où c'était un stade assez grave dans le sens où je pouvais rien faire de plus si ce n'est vomir et rester allongée toute la journée. Quand j'avais fait la lecture, l'écriture automatique avec une nana, ce qui était ressorti, c'est que c'était une mémoire transgénérationnelle de ma grand-mère maternelle qui avait gardé une information sur sa première grossesse, donc la grossesse de ma mère, qui m'était retransmise en fait là, et mon corps rentrait en lutte contre cette mémoire-là. Parce que ma grand-mère, elle avait une grossesse hyper compliquée, elle a elle-même été malade sur la grossesse qu'elle a eue. Et en plus de ça, elle a été dans le coma plusieurs jours puisqu'elle a eu un grave accident de scooter. D'accord. Donc c'est vraiment un cumul un peu violent sur ce qui s'était passé là. Et en fait, mon corps est rentré en lutte et la nana me disait, mais on sent vraiment que ce qu'essaye de faire votre corps, vous, c'est de protéger cet l'enfant que vous êtes en train de porter, pour éviter qu'il ne soit touché par tout ça, mais du coup, vous le mangez à hauteur de la violence de ce que votre grand-mère a vécu et qu'elle n'a pas nettoyé. Comme elle l'a jamais taffé, ça. Du coup, ça s'est juste retransmis. Alors, ma mère, par exemple, a eu de la chance. Elle, sur ça s'est pas lu comme ça dans sa grossesse. Mais moi, je l'ai récupéré d'une certaine manière. Donc, c'est des trucs, vraiment dans le physique aussi. Il peut y avoir des lectures transgénérationnelles parce qu'il y a un bagage, il y a une violence physique, justement, chez l'ancêtre qui, du coup, est retransmise derrière, quoi. Et est-ce que tu penses que, par exemple, ta mère a pas eu ce nettoyage à faire parce qu'elle n'était pas en capacité? Parce que je crois qu'il y a parfois ces notions-là de on nettoie et on gère ce qu'on est en nous en tant que
être en capacité d'engranger, de comprendre et de faire évoluer? Je pense il doit y avoir peut-être une partie de ça, mais je pense aussi que justement on est quand même des individus propres et on est tous différents les uns des autres, ce qui fait qu'il y a des choses qui chez nous vont s'exprimer, qui ne s'exprimeront pas chez un frère ou une sœur, par exemple, si on prend vraiment le lien le plus proche et le plus égal dans une famille. Et il y en a peut-être un qui va devoir bosser là-dessus, puis l'autre qui va devoir bosser là-dessus, et l'autre qui va devoir encore bosser là-dessus, en termes et de capacité, mais aussi je pense en termes de un peu qui on est, parce que nos propres expériences nous façonnent aussi. Il n'y a pas que l'héritage transgénérationnel qui fait qu'on est ce qu'on est. Donc par définition, pour moi c'est un espèce de melting pot un peu. Et ça, tu vois, on pourrait s'intéresser on pourrait parler de l'épigénétique là-dessus. Est-ce que tu vois ce que c'est ou pas? Pas du tout. Donc l'épigénétique, c'est une science qui est aujourd'hui étudiée en biologie, qui a permis de mettre en lumière le fait que notamment des gros stress et des traumas venaient activer certaines choses dans notre ADN. C'est-à-dire que ça vient pas le modifier à proprement parler, on pourrait dire que le code source reste identique. En revanche, ça vient modifier comment est-ce que dans nos cellules certaines choses viennent s'exprimer ou non. On pourrait prendre un peu l'image de l'ordinateur. T'as un ordi, il a les fonctionnalités qu'il a, ok. Tu viens rajouter une clé USB dessus. Dans cette clé USB, tu as des informations qui permettent d'activer certaines fonctionnalités sur ton ordinateur. Par exemple, au départ, ton fond d'écran il est bleu. Avec l'ajout de cette clé USB, ton fond d'écran devient rose. Le rose était toujours là quand même dans l'ordinateur, mais ça a été activé par le fait de mettre la clé USB. Si on prend vraiment une image comme ça, c'est vraiment l'idée de l'ordinateur qui représente la génétique et de la clé USB qui représente une information de type expérientiel. Voilà. L'ordinateur reste tel qu'il est. La clé USB n'est qu'un ajout. Ça veut dire aussi, c'est hyper intéressant quand même de le conscientiser, c'est que tout ce qui est en lien avec cette épigénétique, cette clé USB qu'on vient rajouter, on peut l'enlever. Ce n'est pas quelque chose qui est ferme et définitif. Ça veut dire que dans l'ADN, dans la cellule, ça peut bouger. Et ça, c'est important quand même de le montrer, parce que pour des personnes qui peuvent avoir une très grosse histoire familiale, des gros marqueurs, qui ont une vie qui est pas facile par rapport à tout ce clan qui des fois est porteur d'informations hyper néfastes, on a vraiment la possibilité de le nettoyer et de ne pas faire en sorte que ça reste comme ça, quoi. Donc c'est quand même intéressant d'avoir cette petite notion-là. Et l'épigénétique, ça vient vraiment démontrer dans la matière qu'il y a plein de choses en fait qui viennent nous impacter. Je me souviens, c'était en kinésio ça qu'on avait appris. C'était une sage-femme qui nous formait en kinésio périnatale, qui nous avait dit que aujourd'hui, par exemple, un trauma de type viol pouvait se voir jusqu'à 7 générations dans la cellule des descendants. C'est dingue. C'est énorme. C'est énorme. Je souris parce que je trouve que c'est à la fois horrible et à la fois extraordinaire. Il y a quand même quelque chose qui est marqué au départ dans l'invisible, parce que ça reste un stress, et du coup ça vient s'imprégner derrière dans le physique, quoi. Après, si tu regardes de manière scientifique, on évolue aussi comme ça par rapport à notre environnement. Et les animaux, c'est pareil. En fonction de ce qu'on mange, de ce qu'on absorbe, mais bien sûr, c'est sûr. Les animaux, notre génétique et celle des animaux a été vachement modifiée en fonction de la manière dont l'environnement se construisait autour d'eux. Ouais. Donc en fait, ça paraît presque logique de se dire que si à un moment donné, il y a eu un stress, c'est... stress égale danger, donc hop, je vais inscrire quelque part très profondément que ça c'est danger, il faut pas y aller, tu vois. Ouais, clairement. Donc dans zoopharma, on le voit aussi. La zoopharma, pour ceux qui connaissent pas, le mot est un peu barbare, c'est zoopharmacognosie au départ, c'est l'étude de comportement d'automédication des animaux dans la nature, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui choisissent des plantes ou des types de terres qui sont bénéfiques pour eux à un moment donné. Et nous, c'est une capacité qu'on a encore, mais qu'on a perdue avec notre confort de vie moderne, et qu'on n'exprime plus du tout aujourd'hui, parce qu'on va plutôt voir quelqu'un qui nous dit, tiens, prends ça, parce qu'on a la connaissance empirique qui nous permet en ouvrant un livre ou une page internet, savoir à quoi sert tel type de plante. Mais les animaux, eux, l'ont encore bien plus, parce qu'ils sont encore plus reliés à leur instinct que nous. Et
en fonction des pathologies qu'ils peuvent avoir, ils peuvent savoir quel type de plante est bonne ou pas bonne, qu'est-ce qui est un poison, qu'est-ce qui n'est pas un poison. Et c'est tout cet héritage en transgénérationnel au fur et à mesure, de toute façon, que ce soit les animaux ou les humains qui vieillissent, qui nous permettent d'être en vie. Parce que sinon, en fait, sans ce bagage-là, on serait tous morts. Enfin, concrètement, il n'y aurait pas eu d'évolution. On aurait sûrement tous mangé des trucs qui étaient hyper poisons à un moment donné, et il y aurait plus personne sur la Terre, quoi. Donc c'est quand même intéressant de voir l'ampleur que toutes ces constructions-là, tous ces héritages-là peuvent avoir sur notre vie. Et est-ce que tu sais ce que c'est un mouton noir, toi? Non, moi ça me fait penser au vilain petit canard, mais ouais, c'est un peu ça. Je voulais ouvrir cette notion-là parce qu'on en a beaucoup entendu parler de cette notion du mouton noir, parce que avec j'ai envie de dire l'apparition de l'épigénétique, on a beaucoup parlé de l'héritage familial, etc. Et cette notion du mouton noir a été très souvent entendue. Moi, je l'ai entendue plein de fois pendant mes formations, parce que t'as des gens qui se sentent vraiment à part des fois de leur famille, et ils ont vraiment l'impression d'être vraiment à côté de ce clan, quoi. Ils pensent pas pareil, ils ont des comportements différents, ils sont vraiment aux antipodes du reste de leur famille. Et des fois, cette place de mouton noir, elle est pas nécessairement facile à porter, parce que ça veut dire que le clan, c'est pour ça que je disais ce mot, il est un peu important, c'est que la notion de clan, elle est difficile, on peut pas s'en défaire. Dans la famille, on peut pas s'en défaire. Tu peux choisir tes amis, tu peux choisir ton conjoint, tu peux pas te défaire des liens du sang à un moment donné. C'est là, c'est là. Et donc dans ce clan, qui peut être vraiment restreint et fermé à des moments, celui qui se sent mouton noir ou qui est porteur de cette étiquette-là dans sa famille, va souvent être le responsable de toute la négativité de la famille. C'est-à-dire qu'il peut vraiment y avoir ce clan qui va se liguer contre lui, et ça peut être hyper difficile à porter. Et souvent, ce qu'on entend, c'est que justement, ces personnes-là, qui ont cette énergie-là, on va dire ça comme ça, sont là pour faire bouger des choses à l'intérieur de la famille. Faire en sorte qu'il y ait des schémas récurrents, des manières de faire, des croyances, tu vois, tout type d'émotions comme ça, qui pourraient être portées par ce clan, tout ça se soit nettoyé. Et en fait, c'est intéressant si vous avez des moutons noirs dans votre famille, que vous arrivez à en picturiser un, par exemple, ça peut être hyper intéressant de faire un petit travail introspectif et de se dire, ok, quel est mon comportement moi par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'elle vient faire bouger dans l'ensemble du cercle familial? Comment en fait elle vient un peu ébrouer tout ce fatras de manière de faire informationnelle, matérielle, psychologique et tout ça? Qu'est-ce qu'elle vient mettre en mouvement? Et ça peut être intéressant parce que des fois ça peut aussi adoucir notre regard sur certaines personnes, tu vois, envers qui on pourrait être dur. Et il fait n'importe quoi, il est négatif, il est désagréable. Ouais. En fait, il a un rôle. Il est là pour que chacun dans le cercle familial puisse se dire, ah tiens, moi j'ai ça à bosser, ah tiens, moi j'ai ça à bosser, etc. C'est comme un élément perturbateur un petit peu qui vient déstabiliser un peu les fondations qui sont là depuis longtemps, et espèce d'ouragan là où on se dit oula. Ouais, complètement. Il y a tout un enseignement sur l'héritage familial qui peut être récupéré sur ces personnes-là, pour aussi pouvoir leur permettre eux-mêmes de se libérer de cette étiquette, parce qu'elle est pas facile à porter, celle-là. Non, je pense pas. Et bon, là je voulais l'ouvrir parce que comme on en a beaucoup entendu parler ces dernières années, je me disais que ça pouvait être sympa d'éclaircir aussi ce point-là. Mais c'est vrai que dans la famille, on a tous des étiquettes. Il y a toujours celui qui est comme ci, celle qui est comme ça, celui à qui on impute tel type de comportement. Et c'est des fois pas facile de se défaire justement du jugement que les autres peuvent porter sur nous, même si on n'est pas mouton noir, quoi. Oui. Puis il y a aussi, je sais pas si c'est récurrent comme sentiment, mais moi j'ai le sentiment de pas être nécessairement la même quand je suis avec mes parents ou ma famille.
quand je suis dans ma vie de tous les jours. Carrément. Là, pour moi, t'as plusieurs choses qui se jouent. C'est que, du coup, comme ta famille, tu les connais normalement hyper bien, c'est-à-dire que c'est des gens qui nous voient grandir, avec qui on évolue depuis le début, on peut à des moments faire ressortir le pire de nous-mêmes. Parce que il y a ce truc de je sais pas moi, quand t'as été enfant, il y a des mécanismes dans la relation avec le parent qui se sont enregistrés, c'est comme ça, tu vois. Je sais pas, on se parle et on se crie dessus parce que ça a toujours été comme ça. Et ça, on peut le faire évoluer au fur et à mesure que les relations évoluent autour de nous, par exemple avec les gens extérieurs. Mais des fois, quand il y a des mécanismes et des manières de faire qui sont hyper imprégnées dans un fonctionnement familial, on peut vraiment se faire avoir par l'habitude. Ma mère, elle m'a souvent dit, dans ma famille, j'ai gardé l'étiquette de la nana en retard mais depuis 40 ans. Et elle me dit, j'ai vraiment été en retard à une époque, donc c'était vrai, mais aujourd'hui je ne le suis plus, mais j'ai gardé cette étiquette et je n'arrive pas à m'en défaire. On m'a collé ça et terminé, quoi. Oui, terminé, bonsoir. Ouais. Bon, après, t'as aussi beaucoup, je pense, de... Bon, là, du coup, c'est une anecdote, mais c'est parce que ça fait rire aussi. Oui. Ma mère, c'était celle qui oubliait toujours ses affaires, tu vois. Elle oubliait toujours ses petites culottes. Mais des fois, pour celui qui est porteur de ce truc-là, c'est pas hyper agréable. Oui, j'entends. Bon, après, quand mais c'est vrai que t'as plein de trucs comme ça qui peuvent paraître anodins, qui sont marqués. Complètement. Et du coup, quand ça l'est moins pour la personne, je pense que ça peut être un peu compliqué. Ouais. Bon, en tout cas, mais après, est-ce que c'est pas aussi parce que nos parents nous voient toujours plus ou moins avec leur regard de ah, c'est mon petit bébé, quoi. Ah, ça peut, hein. Et sans vouloir forcément ouvrir les yeux sur qui on est devenu en évoluant et en grandissant de rien sans eux, parce que moi, bien sûr, j'ai quasiment passé autant de temps avec mes parents que sans eux. Je suis partie assez jeune de la maison, donc allez, à 2-3 ans près, en fait, j'ai fait ma vie toute seule et ma vie avec eux, donc et pourtant peut-être que c'est tronqué, mais leur regard, c'est toujours la Manon qu'on connaissait quand elle vivait encore avec nous. Ouais, que t'étais ado, quoi, du coup. En fait, ça marche pas comme ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. Si on n'ouvre pas le dialogue dans la famille, ça peut vite se terminer comme ça. Alors, je dis ouvrir le dialogue. Je parle pas de plus parler, hein, quand je dis ça, mais je parle de, à des moments, prendre vraiment le temps de re-rencontrer l'autre. Parce que dans la famille, des fois, on peut se voir comme ça sur les grosses réunions, et puis, bon, du coup, tout le monde discute un peu plus ou moins les uns avec les autres, mais des fois, il n'y a pas le temps, souvent en individuel, je trouve que les liens peuvent se recréer, s'actualiser. Demander vraiment profondément où en est l'autre dans sa vie, pas juste tiens, ça va pour toi en ce moment, ou je sais pas quoi, c'est aller plus loin dans le lien à l'autre, quoi. Et dans la famille, c'est vrai que ça, c'est très vu, quoi. Et moi, si je pouvais faire un retour, je sais que j'ai pas bossé énormément l'héritage transgénérationnel. Alors, il m'est tombé dessus, par exemple, sur la grossesse. Et c'était tout à fait logique, parce que en même temps, c'était pile à un moment donné de grossesse aussi qu'il fallait peut-être s'intéresser à des trucs là un peu lourds. Il y avait l'histoire aussi sur cette grossesse-là. Il y avait aussi toute l'histoire de mes parents qui remontaient. Ça a été sur une séance en kinésio. Mes parents n'ont jamais été ensemble, donc ça a été un petit peu le bazar au départ. On va dire émotionnel, je pense, du côté de mon père et de ma mère, mais du coup il y a des choses qui sont sorties par rapport à ça, sur des trucs qu'on porte en fait malgré nous. Et ça, en kinésio périnatal, on peut le voir aussi à des moments pendant les séances. On peut faire des récessions d'âge vraiment sur c'est pas encore tout à fait du transgénérationnel, parce que tu remontes pas nécessairement les générations, mais tu peux vraiment remonter ne serait-ce qu'entre la conception et la naissance. Et là aussi, t'as quand même un lien très particulier encore avec le père et la mère. La mère, ça paraît évident puisqu'on est dans son ventre, mais le père aussi, il a vraiment son rôle pendant cette partie-là. On n'est pas encore tout à fait dans le monde, c'est-à-dire on n'est pas encore tout à fait dans la matière. Et en même temps, on est déjà là puisqu'on grandit à l'intérieur d'un autre corps. Donc il y a quand même plein de choses qui viennent aussi s'imprégner à cette période-là, et qui, des fois, sans qu'on s'en rende compte, sont vraiment déterminants sur les croyances, les manières dont on va se construire. C'est-à-dire que ça arrive souvent, moi, qu'en séance, j'ai des gens qui puissent me dire non mais ça, je le ressens depuis toujours.
j'ai toujours eu un manque de confiance en moi, où j'ai toujours été timide, où j'ai toujours, bon, chacun son truc, entre guillemets. Et en fait, des fois, il suffit juste de remonter sur ce petit temps-là de 9 mois in utero où on est mis entre le transgénérationnel, mis entre sa propre incarnation, quoi. C'est intéressant aussi cette zone-là à aller des fois nettoyer. Donc ça, en périnatal, je l'ai vu beaucoup. Mais par exemple, je sais aussi s'il y en a qui peuvent vivre ça, pour vous donner des exemples de comment concrètement ça peut se lire dans votre vie quotidienne. Il y a vraiment, je sais que il y a de la colère. Dans l'héritage familial, il y a de la colère. Et on en est tous imprégnés, plus ou moins, et surtout du côté de mon père. Mais du côté de ma mère, il y en a aussi. De toute façon, je pense que les parents s'attirent les uns avec les autres parce que de toute façon, ils dégagent aussi un peu les mêmes choses, hein, tu vois. Toi, tu disais que c'était tes deux parents, du côté de tes deux parents aussi, où il y avait des fois des non-dits, des choses comme ça. Moi, c'est plutôt un héritage colère, des fois même rage, hein, j'ai envie de dire, un truc pas très joli. Et moi, typiquement, je me sens pas, c'est pas une énergie avec laquelle je me sens en affinité à la colère. Alors, autant la tristesse, je sais que quand je vais pas bien, que je peux avoir un petit coup de mou, je peux avoir plutôt un aspect un peu, je trouve tout net, voilà. Donc, l'aspect tristesse, il m'appartient plutôt à moi. Mais je sais que la colère, c'est plutôt un héritage, là, pour le coup, familial. Et c'est intéressant de pouvoir s'en libérer parce que si vous pouvez, vous, dans votre vie, percevoir qu'il y a des choses que vous faites, ou que vous pensez, ou que vous ressentez, mais qui semble ne pas complètement vous appartenir, c'est qu'il y a quand même de grandes chances que ce soit votre héritage, soit d'un ancêtre précis, soit on va dire que c'est toute la lignée qui au fur et à mesure a fait découler ça. Voilà, exactement. Mais s'il y a des choses comme ça dans votre vie, c'est intéressant de peut-être aller le regarder sur des thérapies qui vont vraiment se focaliser sur cet aspect-là de transgénérationnel, quoi. Par exemple, si on essaye de s'intéresser à ce qui vient directement travailler la mémoire du transgénérationnel, bon, il y a la thérapie transgénérationnelle qu'on connaît bien. Vous avez aussi par exemple la biokinésiologie, c'est une pratique de la kinésiologie qui s'intéresse vraiment spécifiquement à la transgénération. Et il y a encore plein de choses, mais toi tu vas peut-être pouvoir nous parler un petit peu des constellations familiales, parce que t'en as fait une il y a pas longtemps. Et les constellations familiales, c'est cool que tu puisses nous faire un retour. Moi j'en ai jamais fait, mais on en entend vachement parler ces derniers temps. C'est l'un des trucs un peu à la mode en ce moment. Donc l'idée c'est aussi de venir travailler sur tout ce lien-là à la famille. Donc est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi? En fait, les constellations familiales, c'est des thérapies systémiques et énergétiques, je pense, d'une certaine manière. Et en fait, l'idée, c'est de prendre du recul sur les modes de fonctionnement et les systèmes qui se sont mis en place au sein d'une famille. Et donc, t'as le constellé et les représentants. Et du coup, l'idée, c'est le constellé attribue des rôles à chaque représentant. Donc, c'est lui qui choisit son objectif, ce qu'il attend en fait de cette constellation. Ça peut être je veux trouver la paix. C'est hyper vague. En fait, ce qui est demandé, moi, ce qui m'était demandé par la personne qui animait cette constellation, c'était de poser quelque chose d'hyper vague. Et donc, en début de constellation, tu poses ton objectif, tu attribues les rôles à chacun, donc participant. Voilà, ton père, ta mère. Faut préciser que tu as fait toi une constellation en groupe. Ça peut aussi se travailler en individuel. Ça peut se travailler en individuel. Voilà, différent. C'était une constellation, c'était des constellations familiales en groupe. Ouais. En individuel, j'en ai fait une petite en individuel, en séance individuelle. Et du coup, en fait, ça fonctionne à peu près pareil. Sauf que les représentants sont des objets ou des objets ou des éléments, et c'est toi qui du coup deviens le canal de tout. Donc je pense que c'est un peu plus ça peut peut-être être un peu plus teinté de toi, la manière dont tu perçois les choses. Ouais, c'est intéressant. Alors que là, dans la constellation familiale de groupe, en fait, au début,
T'es complètement extrait de tout ça. T'es observateur, en fait. Et du coup, une fois que chacun a son rôle, ben, tu laisses les choses se faire. Alors si au départ il y a rien qui se fait, t'as l'animateur qui va poser des questions, essayer de voir si un tel est bien à côté d'un tel, pourquoi monsieur est pas bien à côté de madame. Donc ça peut être aussi un peu guidé si jamais ça se débloque pas direct. Mais pour ma part, ça a été une pièce de théâtre. C'est-à-dire que l'animatrice a rien eu besoin de faire. Je n'ai moi rien fait, parce que de toute manière, en premier lieu, tu es toi-même représenté par quelqu'un. Et donc du coup, ça a été une véritable pièce de théâtre où tout le monde a fait sa petite life et je me suis dit, c'est dingue. Et il faut savoir que les gens qui sont représentants n'ont aucune information. Ouais. Aucune information, c'est des gens que tu as rencontrés à la limite le matin. Mais bon, moi qui aime bien ce genre de choses et j'aime bien sensible. Ben en fait, j'aime bien voir à quel point ça va fonctionner parce que c'est rigolo, mais il y a une partie de moi qui y croit et l'autre partie qui y croit pas. Donc en fait, vu que je ne crois que ce que je vois, ben je me dis motus et bouche cousue, j'en dis le moins possible. Et donc en fait, j'ai laissé durant toute la journée rien paraître. Au moment où ma installation est arrivée, j'étais assez étonnée en fait de voir à quel point c'était vrai. Chacun dans l'énergie qu'il portait, transmettait une part de vérité. Dans des phrases même. Dans des manières de s'exprimer. Et pour le coup, les gens, comme t'as un peu traîné avec, tu vois que c'est pas eux qui... Oui, c'est pas eux qui interprètent. Non, c'est pas eux qui interprètent. Et t'as des phrases, mais vraiment des bouts de phrases, des choses qui ressortent, des manières de se comporter, des attitudes où tu te dis, mais c'est absolument pas la personne là qui est en train d'affabuler, quoi. Puis il y a des trucs qu'ils peuvent pas savoir. Quand la personne qui représentait ma mère a sorti mon père, non mais de toute façon, depuis qu'on est divorcés, à quel moment tu peux sortir des trucs comme ça? C'est pas possible, en fait. Les personnes sont pas au courant de choses comme ça. Et donc, du coup, c'est assez troublant. Enfin bon, moi, j'ai beaucoup ri parce qu'en fait, ça a pris quand même la forme d'une scène théâtrale, caricaturale, absolue de ma famille. Mais bon, c'est des choses qui me parlent bien, puis j'aime bien prendre les choses à la dérision, donc ça m'a fait beaucoup rire. Mais ça m'a quand même permis, en prenant du recul, de voir qu'est-ce qui se passait, quoi. Carrément. Qu'est-ce qui se passait, ça m'a permis d'avoir un regard plus empathique aussi. De pouvoir, en fait, quand tu regardes un film, t'arrives à te mettre à la place de tel personnage. Oh, lui, il doit se sentir comme ça, parce que regarde, l'autre, il fait ça. Ah, et puis là, il se passe ça. Donc t'arrives à avoir un regard un peu plus empathique et mine de rien, à comprendre la place, enfin, le positionnement de chacun, entre guillemets. Ouais, je vais dire la mécanique familiale. Ouais. La mécanique, les manières de fonctionner, et ce que peuvent ressentir un tel et un tel dans telle et telle situation, quoi. Et du coup, c'est assez chouette pour ça. Et est-ce que, alors là, tu parles d'un point de vue, j'ai envie de dire un peu général par rapport à ta famille, donc ça t'offre un autre point de vue et ça te permet de gagner en empathie. Est-ce que tu sens, toi, qu'intérieurement, personnellement, ça fait bouger quelque chose? Ben, moi, ça m'a permis de regarder la situation avec mon cœur. Enfin, c'est étrange dit comme ça. Mais en fait, j'étais très en colère contre mon frère. Enfin, ça faisait des mois que je pas refusé de le voir parce que j'ai jamais comment dire. Comme on habite loin, on se voit pas souvent et on m'avait pas nécessairement dit. Enfin, la vie a fait qu'on n'a pas été amené non plus à se rencontrer pendant des mois et des mois. Mais ça m'allait bien. Ouais. Comme truc et effectivement j'avais besoin d'air, de couper. Et en fait c'est rigolo parce que juste avant cette constellation familiale, ma mère m'a proposé de la rejoindre en week-end et m'a dit il y aura ton frère. Et sur le coup je me suis dit oula. Et en fait après la constellation familiale je me suis dit non, en fait j'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de le voir, j'ai envie de gérer le truc autrement que juste en me disant il m'énerve, c'est bon, quoi. Et même par rapport au regard que je peux avoir sur mon père, ma mère, c'était moins exacerbé. Ce qui a été très flagrant là, ça a été le positionnement et le regard que je pouvais porter sur mon frère. Ça a été très. Mais du coup, tu sens que ça a libéré quand même quelque chose, du coup. Mais de toute façon, c'était mon objectif de base. Oui. Bon, voilà. Alors, donc ça a quand même rempli son rôle. Ça m'a permis de moi me sentir plus libre et j'ai eu la sensation en fait que je retrouvais ma place
de sœur, de fille. Je retrouvais ma place. Ouais, c'est hyper intéressant pour des gens qui peuvent nous écouter et qui traversent ça. Peut-être pas dans la même ligne que toi, mais qui peuvent avoir des difficultés à comprendre leur famille ou qui sentent qu'il y a quelque chose à régler. Ça peut donner une piste d'exploration. Après, ça peut être frustrant aussi parce que, par exemple, à la fin de ma constellation, les représentants de mon frère, ma mère et mon père ont dit qu'ils se sentaient pas, eux, OK. Parce qu'en fait, avant de clôturer, le représentant demande... Enfin, l'animateur, pardon, demande est-ce que c'est OK de clôturer, est-ce que tout le monde est OK, est-ce que tout le monde va bien. Et en fait, les représentants de ces 3 membres-là ont dit non, nous, il y a un truc qui bloque. Elle a demandé et en fait, elle a été obligée de dire mais ça, en fait, ça concerne votre constellation. Ouais, c'est les personnes en individuel qui... Et donc ça a été un peu... Mais dans la remise à ma place, ça m'a aidé aussi à dire OK, ça, c'est leur bagage et ça leur appartient et en fait, ça doit plus venir polluer, moi, mon cercle. Ouais, ça, c'est des choses qu'ils ont à régler avec eux-mêmes. Carrément. Bon, bah merci pour cet éclairage. Vous avez aussi d'autres thérapies qui sont un peu plus générales, qui peuvent permettre de travailler tout ça. Ça peut être l'hypnose, qui est beaucoup utilisée. Évidemment, la kinésio, puisque en kinésio, on peut faire... Je vais parler de ce que je connais, mais on peut faire ce qu'on appelle des récessions d'âge, et donc les récessions d'âge, elles peuvent concerner notre vie, donc la partie aussi périnatale, et on peut aussi repartir sur les générations. Donc ça arrive que des fois on puisse retourner dans la lignée soit du père, soit de la mère, et puis on définit à quel niveau. En kinésio, on va pas au-delà. La grande théorie, c'est qu'on va pas au-delà de la 4e génération. Ça fait déjà arrière grands-parents, donc c'est déjà pas mal, mais il y a ça qui peut aider. Le MDR aussi, ça peut permettre de libérer des croyances, des choses comme ça qui sont imputables à plutôt notre famille ou des traumas, et donc ça permet de bosser sur tout ça, de reprogrammer comme on dit. Mais pour moi, de manière très générale, de toute façon, même si on va pas spécifiquement voir le transgénérationnel un jour dans sa vie, le fait de travailler sur soi amène forcément à nettoyer la lignée, de toute façon. Oui, parce que si toi tu te sens mieux dans ton quotidien et si t'es amené à avoir des enfants, ou même pas d'enfants en fait. Ouais, même pas d'enfants. Au départ, il faut faire un travail sur soi parce qu'on veut travailler sur soi, c'est évident. Si ça bénéficie aux enfants qu'on a derrière, tant mieux. Non, mais même si t'as pas d'enfants, je pense que si toi t'es bien et que du coup t'interagis bien avec ton entourage, bah finalement tu débloques aussi des choses sans pour ça donner la vie et continuer la génération. Non, mais c'est un travail à faire, c'est continuel au final. C'est-à-dire que c'est à chacun de prendre la responsabilité de son propre bien-être, et dès qu'il y a quelque chose qui est négatif pour lui dans sa vie, une névrose, un trauma, un gros stress, c'est à chacun de pouvoir se dire ok, bon là je sens que ça me bouge et donc je vais le bosser parce que je vais pas laisser ça moisir à l'intérieur de moi quoi. Après j'aimerais juste dire peut-être parce qu'on a tendance à dire qu'il faut bouger ou faire ce genre de démarche quand on a des traumas, des machins, des trucs, mais parfois c'est juste des manières de fonctionner qui nous dérangent. Ça peut être plus subtil que le trauma ou le gros stress en fait. Ben, c'est là où la névrose, tout le monde est névrosé quelque part. Le trauma, c'est quelque chose qui vient nous dissocier. Donc dans la notion de trauma, il y a quelque chose de tellement fort qu'en fait mental et émotionnel se court-circuitent et même avec le physique, ça dissocie ce qu'on appelle les corps. Et dans la névrose, ça n'a pas cet effet-là. Ça vient en revanche s'insinuer dans ce qu'on est, et ça en modifie évidemment tout ce qui en découle, donc ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, ce qu'on va penser, et ça, tout le monde a des névroses à un moment donné. Elles sont plus ou moins grosses, on est bien d'accord. Mais du coup, j'entends trop souvent, mais moi, j'avais ce ressenti-là, moi je comprenais pas à un moment donné pourquoi j'étais pas bien, parce que je me disais, mais quand même, non, justement, t'as pas eu de trauma. Et je n'estime pas avoir eu de traumatisme au point d'être complètement dissociée, mais cependant il y avait, comme tu dis, des névroses, des trucs qui à un moment donné devenaient bloquants. Il y a des nœuds. Et voilà, c'est ça, il y a des petits nœuds et parfois ça vaut le coup, même si on n'est pas complètement traumatisé, complètement stressé et complètement anxieux, d'aller juste faire un petit travail sur soi, juste pour être mieux au quotidien, quoi. Juste ça fait vachement bien. Et
Et puis si, sait-on jamais, il y a des gens qui peuvent nous écouter, qui ont un projet d'enfant pour le coup, bah dites-vous qu'aussi vous faites le taf pour eux. Il y a aussi cette notion-là, même si vous avez déjà des enfants, il y a quand même tout un panel de choses que vous allez éviter de leur retransmettre si vous taffez sur vous. Moi, je sais que je l'avais dit à Flo, ça, il y a longtemps. Flo, c'est mon mari. Je suis OK pour avoir des enfants, mais j'ai des choses à régler. Et il y avait vraiment, alors des petits trucs, ok, ça c'était plutôt pour moi, mais il y avait le gros truc de ma vie qui est un trauma de toute façon, même si par rapport à d'autres j'ai moins pu en souffrir, mais quand même ça a impacté énormément mon existence à un moment donné. Le viol que j'ai subi quand j'étais enfant, il était évident que fallait que je le bosse avant d'être maman. Je ne voulais pas, je ne pouvais pas presque me dire je vais être maman avant d'avoir bossé ça. Et c'était vraiment très très clair dans la tête. Et de toute façon, ça n'a pas manqué. Les choses se sont bien goupillées parce que ça s'est libéré à l'été 2022 à peu près, pendant que j'étais en stage en EBT, en EBT, donc en cursus de thérapie énergétique intégrative. Et là, j'ai eu un déblocage du coup, à partir du moment donné où il y a des trucs qui ont sauté à l'intérieur et que ça s'est libéré, cette mémoire. J'ai porté plainte au mois de décembre 2022. Et je tombais enceinte de toute façon. On a eu de la chance et au premier essai sans être protégée. Je suis tombée enceinte au mois de février 2023. Et c'est marrant, j'avais vraiment acté ce truc de je ne serai pas maman avant, et puis à partir du moment donné où ça s'est libéré au final, et on a décidé que c'était l'heure d'essayer, et puis il était tellement pressé l'autre que de toute façon il est arrivé au premier essai, il est sorti avec 5 semaines d'avance. Donc en dansant la Zumba pendant 8 mois. Hein. Absolument. Mais du coup c'est intéressant aussi des fois de voir comment avec un petit peu de conscientisation, certaines mémoires, on peut aller les chercher, les gratter et les faire sauter, et de voir tout ce que ça peut débloquer du coup aussi à l'intérieur. Parce que ça, enfant ou pas enfant, pour le coup, ça a vraiment allégé aussi une partie de ma conception de la vie et de plein de choses aussi à l'intérieur, quoi. Et je voulais vous parler aussi d'une dernière pratique qui peut permettre de faire sauter aussi des choses en transgénérationnel et même au-delà, tu vois. On parlait un tout petit peu avant de commencer l'épisode du karma. Et est-ce que tu veux faire cette partie-là, parce que c'était toi qui m'en parlais là. Est-ce que tu veux me dire ce que tu écoutais l'autre jour? J'ai écouté une convention de Patrick Barras. Patrice Brasseur sur les bons conseils d'une très chère amie. J'aime beaucoup. Écoutez, c'est très riche comme enseignement. Psychosophie, Patrice Brasseur. Et bref, du coup, j'ai écouté ça on s'en fiche de pourquoi j'écoutais ça, mais j'écoutais ça. Et notamment un épisode où il parle du karma. Donc, moi, ce qui m'a interpellée, en fait, ce qui m'a surtout surpris, parce que bon, le karma, je pense qu'on a plus ou moins une définition, la bonne définition, plus ou moins. Après, lui, il en donne une définition quand même très poussée. Mais alors j'ai absolument pas tout retenu parce que c'est pas c'est très riche. Ouais, c'est Patrice Brasseur, et que faut écouter plusieurs fois parfois pour comprendre. Mais moi, ce qui m'a surtout marqué là dans cet épisode-là, c'est qu'en fait, il parlait de mémoire karmique, donc pour l'âme en tant qu'individu, mais aussi de mémoire karmique à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'une ville, d'un pays, d'une planète, et en fait, pour illustrer ses propos, il disait que si on avait grandi, si dans nos vies passées, on avait appartenu, par exemple, à une civilisation en guerre, on pouvait porter ces mémoires-là et une forme de culpabilité. On pouvait avoir ce genre de mémoire-là qui venait nous impacter plus ou moins. Carrément. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je me dis, en fait... Mais c'est là où tout est interconnecté. Ouais, c'est plein de choses qui se recroisent et ça devient presque tellement dense au final que des fois d'aller trop le gratter dans sa spécificité, c'est too much. Enfin, à mon sens, pour moi, ça peut être too much. C'est-à-dire que je trouve ça intéressant de le savoir, tu vois, de
de mentaliser cette information-là, mais aller se dire, allez, je vais travailler tout le karma de mes anciennes vies, tout le karma de ma famille, parce que il y a aussi d'anciennes vies dans la famille, hein, c'est-à-dire que on a tous des rôles qui se changent et s'échangent. Il y a de grandes chances que toutes les deux on se soit déjà croisées avant, si tu veux. Alors est-ce qu'on a été dans des liens familiaux ou quoi, je ne sais pas, mais en tout cas c'est sûr, on s'est déjà croisés. Mais je sais déjà que et tout le monde peut savoir que nos parents, on les a déjà croisés et peut-être que c'était nous les parents avant, ou ça a été des frères et sœurs, ou ça a été des choses comme ça. Donc ça devient tellement vaste que des fois aller se dire je vais faire que du transgénérationnel, ou je vais aller faire que du karmique, ou je vais faire que cette partie-là de ma vie parce que je sens que c'est dans les 3 ans à ma vingtaine que ça a été le bordel, je vais faire que ça. En fait, des fois de faire du trop spécifique, pour moi, on finit par s'enfermer quelque part et le champ des possibles se restreint. Et c'est ce que tu disais vachement bien tout à l'heure, c'est dans le présent que c'est intéressant de taffer. C'est qu'est-ce qui nous impacte au présent et comment est-ce que au présent on vient améliorer notre manière de vivre. Oui, et puis je pense que d'aller savoir que dans une ancienne vie, ta mère c'était ton frère et que elle t'a piqué ton mec, enfin ça changera pas la face du monde. Voilà, ça t'aide pas. Non. Par contre, aujourd'hui, d'arriver à faire le lien de ah bah tiens, je suis hyper en colère. Ah mais il y avait ça déjà. Enfin là, du coup, ça peut t'aider dans le présent, dans un mécanisme que t'as identifié, que tu mets en pratique et tu te dis bon, clairement. Ça peut t'aider à prendre du recul et à voir la chose différemment, mais effectivement, bon. Oui, voilà. Le reste, tout le passé, c'est pas ça qui. Je pense que bon. Je sais, hein, on aime bien parce que ça fait mouliner le petit cerveau. On a l'impression qu'on apprend des choses, mais c'est pas pour autant ça qui des fois libère, ou en tout cas des fois ça restreint trop, alors qu'en fait on pourrait ouvrir largement le champ des possibles. Et donc je voulais vous parler aussi d'un protocole énergétique qui s'appelle les implants, que je trouve hyper intéressant. C'est pas du tout quelque chose qui se veut purement axé transgénérationnel. C'est quelque chose qui, en revanche, est en lien un peu avec tout ce dont on vient de parler aussi. Tout ce qu'on peut appeler les bagages ancestraux. Mais là, j'ai envie de dire, c'est carrément au niveau du groupe humanité. C'est-à-dire que ça peut être des bagages ancestraux physiques, tu vois, des maladies qui ont toujours été là et dont on porte des fois les infos ou pas. On appelle ça un implant. L'implant, on pourrait reprendre l'image tout à l'heure de la clé USB, tu vois. C'est le plug qui il est des fois activé, des fois il est pas activé chez certains individus, ça dépend. Mais il y a là, voilà, il y a des implants physiques, il y a des implants psychiques, avec par exemple ceux-là, on les connaît tous, hein, la peur de la faim. Je sais pas si vous avez déjà vu un enfant rôder autour d'une table d'apéritif, mais on a l'impression que ils sont pas nourris. Moi j'en ai un, il a 1 an et demi, et tu lui mets des trucs sur la petite table, il se bourre à ne plus savoir comment faire. Alors des fois elle paraît étonnante, parce qu'on se dit la peur de la faim, enfin moi c'est bon, dans ma vie quotidienne j'ai pas peur de la faim. Vas-y, c'est peut-être quelque chose qui est ancré très spécifiquement, instinctivement. C'est un implant qui est là chez la majorité des gens au final. Ça peut être la peur du manque, la peur de la mort, enfin des choses qui sont en lien aussi avec ce qu'on peut appeler des émotions affligeantes, c'est-à-dire quand on se laisse complètement terrasser par son émotionnel. Enfin bref, ce proto, il est très intéressant une fois qu'on a déjà commencé à travailler sur soi. Je le précise, c'est un protocole qui on verra pas bien les effets si on n'a pas déjà entamé un travail sur soi. Mais si ça fait déjà un certain temps qu'on chemine et qu'on sent qu'il y a encore des espaces de blocage qui sont là et dont on n'arrive plus à se défaire, ça peut être bien d'aller voir les implants qui sont actifs pour, ou en tout cas si ce n'est pas actif mais potentiellement activable. Il y a ça aussi, et d'aller les dégommer en fait, avant que soit ils soient actifs ou alors qu'ils continuent à nous pourrir la vie. Et c'est comme je dis, pas spécifiquement dans le transgénérationnel, mais là c'est vraiment au stade de groupe humanité. Et celui-là il est vraiment intéressant aussi. On l'a appris il y a pas très longtemps, et je dis on parce que c'est sur le groupe là de thérapie énergétique avec lequel je fais mon cursus, et il est vraiment puissant. Donc voilà, ça, si ça a quelque chose qui peut vous intéresser, avec plaisir on peut en parler, et vous pouvez poser des questions et tout ça. Mais c'est sympa d'aller voir des fois des trucs qui sont là malgré nous. Parce
qu'il y a toute une partie qui nous impute à des moments dans notre propre malheur. Et il y a des fois, il y a des choses, c'est nous qui les créons, ou en tout cas, c'est notre expérience personnelle qui l'a créée. Mais des fois, il y a juste des choses qui sont là, malgré nous, comme tout cet héritage transgénérationnel, comme tout ce karma, comme ces implants. Et bon, bah, du coup, des fois, c'est bien de s'y intéresser un peu, quoi. De toute façon, pour clôturer peut-être cet épisode, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, on est bon. Okay. Il faut bien se dire que d'une génération à l'autre, le but c'est de toujours évoluer et s'améliorer. C'est-à-dire que le but d'un enfant est de faire mieux que la génération de ses parents. C'est évident. Donc un enfant aura toujours quelque chose à nettoyer de la part de ses parents, quand bien même vous essayez de faire le taf. Et quand bien même on peut entendre des parents des fois dire oui mais de mon temps c'était comme ci, c'était comme ça, vous imaginez pas la chance que vous avez aujourd'hui de vivre ça ou d'être comme ça ou je ne sais quoi. C'est normal que chaque nouvelle génération cherche à faire mieux que la précédente. Donc c'est normal que vous ayez des choses à reprocher à vos parents, c'est normal que vos enfants aient des choses à vous reprocher. Ça fait vraiment partie de l'évolution et si chaque génération ne cherchait pas à s'améliorer, l'humanité déclinerait. Mais c'est la mort totalement, complètement. Donc voilà, je trouvais ça sympa de finir ce petit mot-là en se disant que de toute façon tout ça c'est une histoire de passation. On se file le relais au fur et à mesure. Et voilà, la patate chaude. Non mais c'est ça. Si au départ on part avec un relais en charbon, c'est-à-dire noir, friable, pas top, mais qu'au fur et à mesure on arrive à le faire devenir diamant, c'est trop bien. Mais voilà, ça demande un peu de taf, quoi. Bon, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. On espère que cet épisode vous aura plu, comme il a été largement plébiscité sur le sondage de cette semaine. Et on se retrouve pour le prochain épisode dans un mois. Ouais. À bientôt. À très vite.